Salut l'équipe, les bars et les boîtes sont toujours fermés et pourtant, je n'ai pas dormi de la nuit. Les yeux grands ouverts au fond de mon lit, en train de m'imaginer James Harden avec le maillot des Nets. Car oui, James Harden a officiellement quitté les Rockets après des mois à avoir chié sur la franchise qui a pourtant fait de lui un MVP. Un départ sans tirer la chasse en laissant la porte grande ouverte. Merci pour les odeurs. James Harden va donc retrouver Kevin Durant et devra cohabiter avec Kyrie Irving. Enfin, cohabiter si l'avis de recherche lancé par les Nets aboutit enfin. Car depuis une semaine, Kyrie joue à cache-cache avec les Nets, en cavale loin des terrains de basket. Il ne donne plus de nouvelles et reste introuvable. À se demander qui va réapparaître en premier entre Kyrie Irving et Xavier Dupont de Ligonnès. Excitation et inquiétude se mélangent donc depuis hier soir. 3 superstars sur le même spotlight, on n'a jamais vu ça depuis les inconnus. Et ça tombe bien puisque les Nets font quelque part un grand saut dans l'inconnu. Attention quand même à ne pas devenir les nuls. Salut l'équipe, on est jeudi et ce jeudi, James Harden n'est plus un joueur des Houston Rockets. Émission forcément spéciale pour revenir sur cette énorme news de la semaine. Et comme les Nets, nous aussi on va improviser un nouveau trio avec moi, Thomas et Kevin Séraphin. Ouais. Quel trio incroyable, un meneur, un ailier et un pivot à qui on va beaucoup donner la balle. Je pense qu'on peut prendre quelques tournois cet été. Kevin, comment ça va mon ami? Ça va très très bien, ça va très, On très est bien. très content de t'accueillir dans cette nouvelle équipe First Team. Tu viendras régulièrement dans le First Day Show nous partager avec nous Ton expérience. ton expérience et ton regard sur la NBA d'aujourd'hui. Ça va être C'est cool. ça, Ça va être très sympa. Forcément, émission très spéciale. On va revenir sur cet énorme trade sur James Harden, sur les Rockets, sur les Pacers aussi. Forcément, il y a eu plein de choses. Les Cavs. Et les Cavs. On fait le bon coup effectivement, aussi, hein. On fait un petit peu le bon coup. Donc voilà, une émission forcément spéciale. On a hâte de vous raconter tout ça. Avant d'aller dans le vif du sujet, Thomas voulait revenir sur ce qu'on a fait hier soir. Parce que hier soir, on a assisté à la conférence de presse du lancement d'un partenariat historique entre le CSP Limoges et la Ligue des droits de l'homme. Absolument. Alors, l'idée de ce partenariat, on a assisté, tu viens de le dire, à la conférence de presse, c'est justement d'associer 2 noms très importants, donc la LDH et le Limoges CSP, qui présentaient ensemble leur grand projet d'engagement pour la lutte contre le racisme et les discriminations dans le sport. C'est l'une des premières fois, voire la première fois dans le basket français, qu'une équipe s'engage autant. Ils vont activer pas mal de choses lors du mois de février et de mars. Notamment, ils vont changer leur couleur. Donc, le fameux vert de Limoges va se transformer en noir. C'est vert en championnat avec grenat et jaune Tout à en Coupe fait. d'Europe ou l'inverse. Tout à fait. Qui va Et changer, ouais. l'idée là, c'est qu'ils vont donc devraient jouer en noir avec le logo qui devient lui en noir contre l'Asvel et contre Boulogne-le-Valois en mars. Donc, mais l'idée c'est donc de faire de la prévention auprès des jeunes aussi dans les écoles et avoir cette grande campagne avec la LDH. Sur les réseaux sociaux, notamment, il y a des ambassadeurs qu'on connaît tous, Richard Dacoury, Jerry Boutielé, qui est joueur du CSP Limoges, Diandra Tchouang, qu'on embrasse évidemment la copine, Thierry Dussautoir, ancien capitaine du 15 de France, Olivier Dacour, lui aussi ancien joueur de foot et l'équipe de France. Et puis il y avait aussi Jean-Pierre Suta et Alain Béral, le président de la Fédé et le président de la Ligue qui étaient réunis comme ça sur une grande table. C'est très très rare. Donc voilà, c'était important pour nous d'y être hier soir et puis de diffuser le message. Et évidemment, c'est très important avec le racisme, avec le hashtag no racisme dans le sport et en général dans la vie, évidemment. Exactement, un combat forcément du quotidien et c'est bien qu'une entité comme le CSP comme ça ouvre la voie et montre l'exemple. On suivra ça sur les réseaux et sur les différents événements qu'il y aura sur les prochains mois. On enchaîne avec donc l'actu très chaude, c'est James Harden qui arrive chez les Brooklyn Nets. Mais avant ça, on voulait revenir sur les 9 saisons de James Harden aux Rockets. C'est le premier focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James Harden n'est donc plus un joueur des Houston Rockets. Il n'empêche qu'il aura marqué quand même cette franchise historique, 9 saisons. C'est quoi votre premier souvenir avec James Harden chez les Rockets, Kevin? Moi, mon premier souvenir, je sais pas, au début, quand il a vraiment commencé fort. Je me rappelle, parce qu'au début, quand il est arrivé, tout le monde, il a signé 80 millions, tout le monde se disait, bon, est-ce qu'il va, tu vois, parce qu'il avait refusé l'offre d'abord de Casey, donc il arrive ensuite aux Rockets. Et tout le monde s'est dit, bon, il faut confirmer, tu vois. Finale où il se fait taper un peu sur les doigts, on le pointe du doigt parce que Il n'a pas assumé comme pour les matchs de la série d'avant. Alors qu'il est très jeune, on le rappelle. Donc tu vois, et en plus il sort d'un truc, il était quoi, 6e homme.
Donc il enchaîne, tu vois, et derrière ça, donc tout le monde attend en fait. Et moi je me rappelle, il arrive et je me dis, non, c'est bon en fait. Il est arrivé, tu vois, dès le début, il a commencé à mettre les choses, il a mis tout le monde d'accord, tu vois. Et ensuite, il a eu une phase où j'ai pas beaucoup aimé son jeu, parce qu'en fait, il cherchait vraiment à provoquer la faute, et je trouve qu'à ce moment-là, il était un peu devenu soft, tu vois. Et après, il a eu la phase, il est remonté au fur et à mesure, et son jeu a changé jusqu'à ce qu'il devienne un monstre. Superstar, Ouais, ouais, absolument. C'est ça en fait, tu vois. C'est vrai que je te rejoins, c'est vrai que les tout premiers matchs avec Jérémy Lin, à l'époque qui était son meneur de jeu à Houston, a enchaîné 2 matchs à 35 points où tu te dis mais en fait oui, ça a toujours été une superstar, mais là il est en train de montrer à tout le monde que donne-lui les ballons et il va assumer. C'est mon premier souvenir, mais c'est vrai que c'est surtout la domination d'un joueur individuellement sur le jeu. C'est comme ça que je vais me souvenir de James Harden et de son passage du côté d'Houston. On voit ses stats, elles sont fantastiques, des classements dans le top 3 du trophée du MVP pratiquement chaque saison. Et puis voilà, des saisons à plus de 35 points. On n'avait pas vu ça depuis Kobe 15 ans avant. Donc voilà, James Harden est l'un des plus grands talents offensifs de l'histoire de la NBA. Et c'est comme ça qu'on a envie de se souvenir de lui et de son passage à Houston. Et puis on a l'impression que sur cette période, c'est l'hégémonie notamment des Warriors, et que finalement, la seule vraie équipe qui a réussi à faire bégayer les Warriors, avec OKC. hormis LeBron qui les tape. Mais OKC, c'est la première année, c'est la deuxième année. Mais c'est aussi ces Rockets-là avec Chris Paul. On se souvient en 2018, James Harden est MVP. Ils sont en finale de conf, ils mènent 3-2. Il y a la blessure de Chris Paul qui change quelque part un petit peu l'histoire. Et on a l'impression que finalement, c'est cette équipe-là où James Harden finalement a été le plus proche du but. Et là où Houston aussi a failli réussir son coup. Ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est de ça dont il faut se souvenir. Donc un joueur fantastique en saison régulière, un joueur très fort en play-off, mais un joueur qui a jamais réussi à dominer cette fin de match, malgré les blessures dans son équipe, mais à dominer les derniers matchs d'un Game 7 ou d'un Game 6 pour justement atteindre les finales NBA. Je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu les Warriors, il aurait fait au moins une finale NBA. Ce mec-là. Tu vois, sur le papier... Il fait 2 finales de conf. Ouais. De toute façon, je pense que les Warriors sont un peu comme le cas Jordan. Il y a beaucoup de mecs qui auraient dû gagner dans l'époque de Jordan, mais vu que les Bulls étaient là, en fait, il y en a plein qui ont perdu, en fait. Et ça restera comme ça. Et je pense que lui, c'est pareil avec les Warriors. Il fera partie des mecs qui ont subi cette vague, en fait. Il en subi, tu vois, c'était vraiment compliqué, tu vois. Toi, tu as joué contre James Harden, donc époque Rockets. C'était quoi les consignes défensives quand on jouait James Harden? Nous, c'était vraiment au début. Il n'était pas aussi fort. Parce qu'après, quand je suis parti de la ligue et j'ai vraiment. L'année où il est meilleur marqueur, c'est vrai qu'il est tout le temps dans les top 3 d'MVP. Il n'était pas aussi fort, mais il était déjà vraiment fort, en fait. Tu vois, je veux dire, et c'est vrai que quand tu jouais contre eux, le but, c'était vraiment de le garder. On savait qu'il cherchait à provoquer la faute. Donc, une fois qu'il rentrait dans la raquette, c'était vraiment règle. Et tu vois, tu mets ta main, tu essaies. Maintenant, nous, on vient, mais on ne pouvait pas s'amuser parce que dès que tu laisses ta main traîner, c'est... Ah ça, c'est spécialité. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment ça. Donc on faisait tout pour le garder. Maintenant, on sait qu'il va avoir. Il a la balle tout le temps. Donc c'est vraiment dur d'arrêter un joueur comme ça. Donc du coup, tu essayes de limiter tout le monde autour. Et d'une certaine façon, tu sais que tu ne vas pas totalement l'arrêter à 100%. Tu vois, tu peux pas l'arrêter à chaque fois. On peut pas éteindre James Harden. On peut pas éteindre James Harden. Est-ce qu'on peut essayer de l'emmener plutôt sur sa main droite, lui, le gaucher devant l'éternel? C'est ça. Mais à ce niveau-là. Gauche ou droite, c'est pas moi qui monte la balle. Là, c'est clair. C'est ça, tu vois. Donc les mecs qui sont vraiment à ce niveau-là, c'est de l'élite. Donc c'est vrai que ça va t'arranger. C'est vrai que tu essayes de tout prendre, tous les petits détails qui font que tu vas réussir à le stopper ou même à diminuer son rendement, tu vois. Mais c'est vrai que c'était vraiment, on essayait de le garder, l'empêcher de rentrer dans la raquette parce qu'il cherchait que ça, tu vois. Il y a une période, il tournait vraiment, je me rappelle, il était 20 lancés par 18 lancés par match. Et il lui donnait tout. Il lui donnait tout. Beaucoup. C'était très frustrant pour les gens qui regardaient les matchs. Puis après, il a changé son jeu et il est devenu frustrant sur dribble. Il a changé son jeu, il était sûrement plus fort. Mais c'est vrai que tu as cette sensation que le lancer franc, le James Harden des lancers francs est devenu le James Harden des dribbles. Ouais. Avec Mike D'Antoni. En gros, pour caricaturer évidemment son jeu, parce que tu dis élite, mais c'est l'un des meilleurs de tous les temps, de toute manière, offensivement. Hein. On est plutôt dithyrambique là sur ce début de focus autour de James Harden. Il n'empêche, il y a quand même une part un peu d'ombre sur son passage. Il y a eu beaucoup d'excès. Dans les attitudes, il y a eu beaucoup d'excès dans le jeu aussi. Après, avec l'ultra small ball, cette espèce de possession où il faisait la pluie et le beau temps, il gardait beaucoup la balle, énormément de tirs à 3 points. On a vu des matchs vendus par moments, on avait du mal à comprendre. Et puis cette fin où l'attitude, elle est terrible. Et j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que finalement, cette fin de James Harden avec les Rockets, qui est une vilaine fin, est-ce que c'est pas aussi la faute des Rockets qui lui ont peut-être trop donné? C'est une bonne question. Ça me fait
Ça me fait un peu penser. Pourquoi pas? Ça me fait un peu penser à la fin de Vince Carter avec les Raptors, où à la fin, un mec qu'ils ont adulé, enfin que les fans ont adulé, eh bien, t'as envie qu'il se barre et quand il revient, tu le siffles à la mort. Ça me fait un peu penser à ça, tu vois. Ou Melo avec. Melo Denver, tu vois. avec Denver, t'as raison, parce que les comportements de diva, au bout d'un moment, les fans les ressentent. Et, on va parler de Kyrie aussi dans ce cas-là, mais les mecs sont tellement talentueux, tu t'attaches tellement à eux que normalement, t'as juste qu'à connecter avec les fans. Et pendant des années, il a réussi à connecter. Et pourtant, il a demandé son départ plusieurs fois. Il y a eu déjà de la friture avec Daryl Morey notamment, avec Kevin McHale et ensuite avec Mike D'Antoni. Parfois, c'était pas sur la même longueur d'onde. Et voilà. Et la fin, en fait, vient sacraliser des comportements qui déjà, c'est quelques pistes donnaient voilà, la sensation qu'un jour, ça allait mal se terminer. Quand je revois James Harden, qui fait ses 2 premiers matchs avec les Rockets, tu le disais, Kevin, on comprend très vite qu'il est prêt à assumer un rôle de franchise player, mais 37 face aux Pistons, moi ce match-là tu vois, je m'étais régalé dans la tête, je me suis dit mais il va faire des cartons, et c'est ce qu'il a fait. Alors, je dis, il a mis 45 ensuite face à Atlanta. Entre ce joueur-là, qui mine de rien était beaucoup plus juste dans le jeu qu'il ne l'a été sur la fin, j'ai quand même l'impression que c'est devenu un des meilleurs joueurs de la ligue, mais aussi c'est aussi devenu un peu une Maria Carré de la NBA. Mister Boulard. Et quelque part, il sait lui-même, alors que on l'a souvent dit, est-ce que c'est pas c'est pas en train de devenir un des plus grands gâchis de l'histoire du jeu, parce qu'il est tellement fort, mais par son attitude, il se met aussi des bâtons dans les roues. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas cette sensation-là? Ben, moi, je pense que oui. À partir du moment où tu donnes trop, genre vraiment de liberté. Moi, c'est pas. Je vais donner un exemple. Gilbert Arenas. Tu vois, moi, plusieurs fois, on m'a dit que Gilbert, ils n'ont pas su le garder sous contrôle, en fait. Et c'est ça qui a causé tout ce qu'il y a eu, en fait. Tu vois, un dérapage fou. Et je me dis, en fait, que ouais. c'est vrai que c'est des superstars. Et j'en ai vu, en fait. Quand tu vas dans différentes équipes, où John, au début, tu vois, John, il avait son entraînement, mais. John Wall. Le coach, ouais, John Wall. Mais le coach. Et pas John toujours... Malkovich. John Wall, peut-être. Le coach était toujours sur son dos. On avait des vétérans, tu vois, je veux dire, là, on avait des vétérans qui étaient capables de parler aussi, parce que tu joues dans certaines équipes. Quand je joue à New York, personne n'ose parler à Melo. Personne n'ose dire quelque chose à Melo. Si je dis quelque chose à Melo, limite, tu dis, tu vas te faire trade, tu vois. Attends, tu peux nous expliquer, c'est un peu la relation du front office des Knicks, de Carmelo Anthony et de toi en tant que coéquipier. Quand tu dis personne n'ose lui parler, c'est-à-dire dans le vestiaire, tu peux pas lui dire bonjour, ou tu vas lui donner de conseils, ou le seul mec qui reprendre osait, pour moi, je me rappelle, le seul mec qui osait lui donner vraiment, lui parler, c'était Phil, quoi. Et Phil, il est particulier en lui-même, donc tu vois, il n'a pas tout le temps envie de parler aux joueurs, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis, Melo, c'était juste, au bout d'un moment dans l'équipe, tu le sens en fait, que quand c'est trop en fait. Et pourtant tout le monde, quand tu vois dans l'équipe, tout le monde connaît sa place. Tout le monde sait, genre, il y a personne il n'y a pas de problème d'ego en vérité. Il y en a, parce que tout le monde sait, quand je joue à Indiana, tout le monde sait que Paul George, c'est la star. Il y a même eu un problème quand c'est CJ, il prend le shoot, on est en play-off. Derrière ça, ils disent que c'est à Paul de prendre, tu vois, mais c'est le seul truc que j'ai vu dans ma vie. C'est Miles. Tu vois, mais à part ça, sinon, tout le monde connaît sa place. Mais quand c'est trop, en fait, c'est trop. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça perturbe le groupe, en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis. Le meilleur des cas, c'est Kobe. On a vu Kobe canaliser, mine de rien, même s'il avait des envies jeunes avec le Shaq, ça gagne. Quand Kobe veut s'émanciper et qu'il est complètement hors de contrôle, qu'il a son vestiaire à lui tout seul, qu'il est infect, imbuvable avec ses coéquipiers, il fait des stats. Mais les Lakers perdent, et quand on remet de l'ordre dans la maison et qu'on le recadre dans le collectif et dans l'effectif des Lakers, il se remet à gagner. C'est que, évidemment que les stars se gèrent différemment que les autres. Ça, c'est une vérité, même si les profs de sport ne sont pas toujours d'accord avec ça. Ça reste la vérité. Une méga star se gère différemment. Bah oui. Il n'empêche qu'il faut leur mettre des barrières. Et j'ai l'impression que les Rockets, pour revenir sur James Harden, ils n'ont pas su lui mettre ces barrières-là. Et ça marche pour les Clippers l'année dernière avec Kawhi Leonard et Paul George. Et Nico aussi nous dit maintenant qu'ils ont l'air d'avoir appris de leurs erreurs. Ouais. Donc c'est vrai que arriver à gérer des énormes égos, des mecs blindés, bon tout le monde est blindé, mais pour le coup surblindés, en surconfiance, c'est difficile. Là on est en train de le dire, mais ça doit être très difficile en tant que GM ou en tant que coach. Mais l'intérêt collectif doit toujours primer sur l'intérêt des individus. Et on a eu l'impression que, certes, comme je disais dans l'édito, James Harden a un peu chié sur les Rockets ces derniers mois, mais on a l'impression qu'il a aussi un peu chié sur ses nouveaux coéquipiers. On a vu la déclaration de conférence de presse hier soir, de DeMarcus Cousins. On a vu aussi les déclats de John Wall. C'est quand des joueurs comme ça, j'ai l'impression qu'ils étaient assez proches. Quand des joueurs comme ça disent non, il nous a manqué de respect, c'est que vraiment là, on peut plus revenir en arrière, Kevin. Ouais, et tu vois, et c'est vraiment moi, c'est là où
c'est là où plusieurs fois, tu vois, c'est là où t'es capable, c'est là que je pense que c'est vraiment capable de partir en vrille, en fait. Parce que, à partir du moment que, tant que tu as un problème avec le front office et que c'est entre toi et eux et que tu te plains, en gros, même si je pense qu'il n'y a pas de remise en question un peu dans la situation, parce que je pense que les Rockets, de ce que j'ai vu, ils ont essayé d'amener des gens, ils ont essayé, tu vois, je veux dire, même ils ramenaient Westbrook, il y a Chris Paul, il y a plusieurs personnes qui sont passées. Putain, ils ont ramené Dwight Howard, Tu vois, ils ont ramené Chris Paul, Westbrook. Donc je me dis au final, je pense qu'il devrait y avoir aussi une petite remise en question, parce que se dire, bon, son jeu est beau, mais c'est vrai, moi j'ai vu des matchs aussi de James Harden quand il loupe, c'est pas beau à regarder, personnellement. Après, encore une fois, chacun son truc, mais moi, je trouve pas ça forcément beau, tu vois. Il va te faire... Donc, au final, pour moi, je trouve que, tu vois, c'est pas vraiment... Ça aide pas l'équipe, en fait. Quand, tu vois, tu joues... Quand tu shootes, tu prends tous les shoots ou quoi que ce soit, tu vois, ça aide pas forcément l'équipe, en fait. Je pense qu'à un certain moment... Et quand t'as un problème avec tes coéquipiers, bah là, c'est là que le groupe, il peut imploser, en fait. Il y avait le feu à tous les étages. Hein. Ouais, et moi, j'ai trouvé... rassurant en fait la déclaration de DeMarcus Cousins parce que en fait quand tu regardes les matchs les 2 dernières semaines des Rockets, tu le sens énormément cette rupture entre certains joueurs. C'est-à-dire que John Wall qui commence très fort en canne, qui a envie de bien faire, quand on parle d'intérêt collectif, tu sens que John Wall il est dans cet état d'esprit. Et puis là depuis une semaine, oh là là, il joue complètement à l'envers, il est au bout de sa vie. DeMarcus Cousins, donc on va l'apprendre sa déclaration. Moi, mon intérêt était de jouer donc en venant à Houston avec John Wall. Le manque de respect de James Harden a commencé avant son interview hier. C'était juste injuste pour les autres gars. Il a dit, ça a commencé en fait la manière dont il est arrivé dans le training camp. On se souvient qu'il est venu 2-3 jours plus tard, en dilettante. Effectivement, dans un poids de forme qui est plus que limite. Et en fait, tous les coéquipiers le sentent, ça, que le gars a pas envie d'être là. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette déclaration, il a mis les pieds, mais il a dit un ressenti qu'on avait tous, nous, en regardant les matchs. Ben c'est ce qu'on aime. Je sais que tu es encore en contact avec John Wall. Tu as pu avoir des échos, toi, un petit peu de ce début de saison? Non, pas du tout. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, je l'avais texte parce que sa mère est morte du cancer. Donc c'est la dernière fois que je lui avais parlé. Là, j'ai pas eu d'écho ou j'ai pas cherché à le contacter, tu vois, je sais que la situation elle est chaude là-bas. Donc tu vois, mais je pense que moi, John, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup de toute façon. Donc je pense qu'il est vraiment... C'est un mec, il est passionné de basket. J'ai rarement vu ça dans ma vie. Il est passionné de basket. Et pour dire, il est chez lui, il a 3 télés. Quand moi j'étais à Washington, il habitait juste au-dessus. Et il avait 3 télés chez lui, tu vois. Il avait une télé en haut. Il était comme ça. Le format, il y en avait 2 et il y en avait une en haut, en fait. Et c'était NCA, il regarde les filles, il regarde tout, en fait. Et il fait que ça, non-stop, toute la journée, tu vois, je veux dire. Et John, c'est vraiment quelqu'un, parce qu'on est arrivé en même temps, tu vois, donc on s'apprécie beaucoup, tu vois. Et c'est vrai que même après, à Washington, ça m'a fait un peu mal quand les gens te disaient, ouais, c'est un mauvais coéquipier. Après, je sais pas comment il a évolué, parce qu'après, moi, je suis parti, tu vois, je suis parti depuis 2015. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je sais qu'il joue beaucoup pour son équipe. C'est vrai que, forcément, c'est une star. Il a de la pression et il est obligé de montrer. Mais en soi, c'est son équipe, tu vois. Il veut vraiment jouer pour l'équipe, tu vois. C'est vraiment ce type de meneur, tu vois. Et je kiffais. C'est un truc qu'on sait pas trop, le fait que John Wall soit passionné de basket, contrairement à d'autres. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. Contrairement à Anthony Edwards, par exemple. Il est passionné et pour oui, dire, son IQ basket est vraiment très élevé. Quand on arrivait le matin en shooting, nous, les coachs, ils nous donnent les systèmes des autres équipes. Lui, il les connaît pratiquement déjà tous. Tu vois, je veux dire, il est vraiment passionné, il analyse beaucoup. Ça, c'est mon meneur de jeu que j'aime. On va revenir tout à l'heure sur les Rockets dans un deuxième focus, puisque quelque part, avec le départ de James Harden, le leader et le franchise player des Rockets, ça devient John Wall. C'est clair. Ça devient John Wall. C'est clair, t'as raison. Donc on en reparlera tout à l'heure dans les gagnants de ce trade. Mais voilà, la grosse info, la grosse news de cette semaine, c'est évidemment James Harden qui arrive chez les Nets. Et forcément, maintenant qu'on est revenu sur son long et beau passage quand même, au final, chez les Rockets, on va attaquer avec ce grand débat autour des Nets qui font poker sur James Harden. Est-ce qu'ils ont bien fait? On en débat. Petit jingle dans la gueule et on enchaîne. C'est ça. Polo, t'as dit, hey, oh. Polo, il a faim. Ça régale, ça. Avant qu'on aille qu'on parle des Nets, on va surtout parler de Sport US Travel aussi, parce qu'on sait que en ce moment c'est compliqué, mais dès que les portes vont se réouvrir et qu'on pourra aller voyager, eh ben, Julien Barthélémy et tout Sport US Travel vous proposeront d'aller voir les Nets et ce nouveau trio magique. Donc voilà, faut autant en profiter, soyez bien à l'affût. Dès qu'on pourra voyager, dès qu'on pourra vous offrir la possibilité d'aller à New York, on ira voir les Nets tous ensemble. Ça c'est clair. Tant qu'à faire. Tout à fait. Donc voilà, c'est fait. James Harden, il y avait quelques rumeurs qui ont été faites cet été, mais là c'est désormais officiel. C'est l'intersaison. L'intersaison. James Harden rejoint les Nets, il rejoint
Kevin Durant, Kyrie Irving, avant qu'on aille sur le pourquoi, le comment, les enjeux. Votre première impression hier soir quand vous avez vu James Harden officiellement transféré chez les Nets? Excitation, déception, les deux, je sais pas. Moi perso j'ai fait un salto dans mon canapé. Tu fais encore des saltos, toi? Je fais des saltos, alors il faut un peu d'appel, hein, mais ouais franchement c'était fou parce que hier ce qui est dingue c'est qu'il y a eu les déclarations de James Harden, il y a eu la déclaration de DeMarcus Cousins et il y a eu les rumeurs comme quoi les Sixers et les Nets étaient dans la course. Et les requêtes derrière ont dit il faut que ça se fasse ce soir et ça s'est fait 1 heure plus tard, donc à la mi-temps de PSG-OM, hein, pour rien vous cacher. Donc la deuxième mi-temps du match, je l'ai pas suivi parce que Twitter était en ébullition. Ça c'est vraiment les soirées NBA qu'on aime quand il n'y a pas de match. Enfin, il y avait des matchs, mais hors basket, hors terrain, c'était la folie de qui, comment, machin, nan. Et honnêtement, moi il y a quelques semaines, on se disait qu'on n'avait pas envie de voir ce trio. Parce que c'était trop, parce que les super teams, bon, c'est un peu relou, on préfère l'équilibre des franchises. Mais maintenant, une fois que c'est fait, bah, j'ai juste excité de les voir ensemble, quoi, tout simplement. Donc j'ai l'impression qu'on est tous plutôt de raccord sur cet avis. Moi, ça m'a fait sourire, j'étais content. Honnêtement, j'étais vraiment, vraiment content parce que je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, la seule, faut voir comment Kyrie, lui, va se mettre en place et mentalement va se mettre dans le truc, en fait. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'incroyable, en fait. Quasiment du jamais vu, on peut dire. Voilà, je pense Parce qu'on a connu des gros trios. On se souvient des 13 amigos à Miami. On se souvient du premier de notre époque entre Ray Allen, Paul Pierce et Kevin Garnett. On avait vu aussi avec Kevin Love et Kyrie Irving. On a vu les Warriors. Ouais. Mais quand même celui-là, avec deux MVP, Kyrie Irving qui n'a jamais été MVP, mais qui est quand même une superstar, on a l'impression qu'on a déjà mal à la tête pour les futures défenses. Ouais. On a déjà mal à la tête pour les futures défenses. Bah, tu vois, quand on compare un peu, par exemple, à celui. Pour le meilleur Big Three, on va dire que c'était celui de Miami, hein, tu vois, où ils sont vraiment dans la fleur de l'âge, comparé à celui des Celtics. Là, ce qui est dingue, c'est que c'est 3 méga scoreurs. Alors que celui de Miami, on pouvait se dire que Wade et LeBron étaient un peu différents, tu vois, avec LeBron qui était plus passeur et Bosh un vrai intérieur. Là, t'as 3 arrières ailiers, dribbleurs, shooters, 1 contre 1, et c'est en ça que c'est super excitant en fait. Je pense qu'on a les trois. Les trois sont inarrêtables. Tu vois, genre, c'est vraiment chacun d'entre eux est inarrêtable en fait. Et est-ce que c'est pas compliqué du coup? Est-ce que c'est pas compliqué justement des fois d'avoir peut-être des mecs trop forts comme ça, avec cette appétence pour les scorer d'un contre un? Est-ce que finalement c'est qu'une question. C'est comment trouver l'équilibre C'est qu'une autour de question ça? de mentalité. C'est qu'une question comment ils vont prendre la chose en fait. C'est vrai que si Harden il veut mettre 60, KD veut mettre 60 et Kyrie veut en mettre 60, c'est vrai que Ça va on faire aura un gros problème en fait. 180 points, ils risquent de gagner des matchs. Voilà, tu vas dire, on aura un gros problème. Mais maintenant, s'ils arrivent vraiment à jouer ensemble comme les Warriors ont pu le faire, t'as un moment Steph qui délègue, il donne le rôle à KD, tu vois, il te le dit clairement, c'est pas, tu vois, il veut gagner, lui, son but c'est de gagner. S'ils arrivent à se dire ça et que Harden il arrive dans un mode, après, je sais pas dans quelle mentalité Justement, Harden il arrive, tu vois. j'ai envie de vous poser une question par rapport à ce que tu viens de dire sur le trio des Celtics. C'était donc Paul Pierce, Garnett, Ray Allen. C'est Ray Allen, quelque part, qui s'était mis un petit peu en retrait, gentiment, mais en retrait dans un rôle un peu plus de shooter. Clairement. Chez le Heat, c'est Chris Bosh qui s'était sacrifié en jouant quasiment pivot. Chez les Cavs, c'était Kevin Love qui s'était mis aussi au service dans un rôle de rebondeur, shooter, et qui laissait finalement le plus de scoring à LeBron et à Kyrie Irving. On a vu chez les Warriors que Klay Thompson... Alors, lui avait aussi... était moins fort que les deux autres. Oui. Mais, et là, qui va réussir à se mettre un peu en retrait? Je pense que c'est Kyrie. Mais si c'est pas Kyrie, ils sont dans la merde. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Je pense que c'est Kyrie, il sera obligé de... Par Pour son moi, jeu, par son jeu ou par l'attitude actuelle du moment? Par la hiérarchie, partout. Il est moins fort que les deux autres. Son attitude du moment, surtout qu'il arrive, lui, James, il arrive en mode j'ai envie de maintenant vous montrer, parce que bon, je voulais pas, je pense qu'il va devoir se remettre en forme, tu vois, physiquement. Et t'as un Kyrie en ce moment, bon, il a eu quelques problèmes en ce moment avec les Brooklyn Nets, donc je me dis que le timing, tu vois, pour Kyrie, je sais pas comment. Il marque pas des points. Et voilà, c'est ça en fait, tu vois. Donc je pense que ça sera à lui. Puis surtout qu'on sait que dans le passé, c'est lui qui a eu des problèmes d'ego. C'est lui il y a eu beaucoup de rumeurs qu'il est parti parce qu'en fait, il avait marre d'être dans l'ombre de LeBron. Donc maintenant, ces deux-là, tu vois, c'est encore, ils vont arriver, ils vont foutre la merde. mais je pense qu'on a tous la sensation que ça doit être Kyrie d'un point de vue intrinsèque. KD est le meilleur joueur. Bah, oui. On va dire KD est le meilleur joueur. Il n'a pas joué depuis un an et tout, mais bon, c'est lui qu'on met avec LeBron sur la planète Mars. James Harden est un joueur qui a prouvé, et la stat donc une fois MVP, mais 6 fois
sur le podium du MVP ces 5 dernières saisons, ou non, 5 fois sur les 6 dernières saisons. Tu sais, cette stat, elle est complètement folle. Kyrie, il a que 2 au NBA, il n'a jamais réussi à faire des saisons régulières consistantes. Il a des flashs extraordinaires en playoff en 2016. Quand il aurait dû le faire, c'est au départ de Cleveland, et finalement, il n'a jamais réussi à enchaîner. Les Il y a 2 eu des- saisons il y a de eu des Boston, blessures- il y a eu des blessures, certes, Ouais. mais c'est vrai que Mais ça compte. même dans l'attitude, il n'a jamais eu non plus Tout à fait. des Sauf saisons que, complètement mais pleines. le problème, c'est qu'Kyrie Irving, il n'a pas du tout ni la mentalité, ni le jeu pour se mettre derrière les autres. C'est ça, en fait. C'est un ultra scoreur, un gars qui aime prendre le match à son compte quand ça va pas ou quand ça va bien. Il aime clore les matchs aussi, il aime prendre les derniers tirs. C'est un meneur scoreur, pas du tout un meneur gestionnaire, c'est pas un défenseur. Donc comparé par exemple à Kevin Love qui peut être shooter, spot-up shooter, ou Chris Bosh qui peut être intérieur rebondeur, défenseur, bah, Kyrie, il n'a pas du tout ça en lui. Donc c'est une énorme interrogation sur l'équilibre effectivement des forces. On va faire un récap un petit peu et on va voir le roster de ce trade, puisque Est-ce que tu as fait le récap complet des trades? non, mais on peut le faire Tu après veux si tu veux. pas? Là, Ok, si là, tu veux, moi, ok. on reste sur les nets. Pour voir ce que on j'ai lâché, fera- justement. Justement, on va voir le roster. Et justement, est-ce que. Alors, ce trio-là fait rêver, mais moi, j'ai quand même aussi la sensation hier soir. Je me dis. Ils ont lâché un peu gros, peut-être. Ils sont un petit peu à poil, parce que certes, le 5 majeur, on le voit, il est excitant. Kyrie Irving, James Harden, Harris, Durant, Dédé Jordan. Il n'empêche qu'après le banc, même s'il y a notre Français Timothée qui a encore été très bon hier soir dans le derby face aux Knicks, il y a Bruce Brown qui remet le nez à la fenêtre. Mais derrière, c'est un petit peu court-vêtu, notamment sur les rotations poste 5, qui était l'une des forces des Nets en ce début de saison, c'est d'avoir DeAndre Jordan et Jarrett Allen sur le poste 5. Là, il y a le jeune Perry et Nicolas Claxton aussi qui peuvent faire la maille sur le poste 5. Mais on a l'impression que, est-ce que les Nets n'ont pas trop lâché pour l'équilibre de l'équipe, justement, parce qu'on parlait d'équilibre. C'est pour ça que j'aimerais bien que tu nous mettes vite fait le récap pour voir qui ils ont perdu, clairement. On les connaît. Mais Caris LeVert, donc, à Indiana. Jarrett Allen, titulaire du poste depuis quelques matchs. Lui va se retrouver avec Taurean Prince, d'ailleurs, du côté des Cavs. Eko Roach, qui ne jouait pas cette saison, qui lui aussi est transféré. Et on ne parlera pas de tous les choix de draft qui permettent de te renforcer par-ci par-là chaque année. Bon. Et ils perdent donc 3 mecs qui sont vachement importants dans leur équilibre. Donc Caris LeVert, leur 6e homme, qui joue beaucoup de ballons avec la seconde unit. Taurean Prince, qui est un défenseur poste 3-4, qui pourrait être utile en playoff. Tout à fait le genre de mec que tu envoies, s'il est bon, shoot externe, et ben tu peux l'envoyer défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Et donc Jarrett Allen, qui est peut-être la plus grosse, allez, pas la plus grosse perte parce qu'il y a LeVert, mais bon, ça se discute. Pas loin. Moi, je Mais pense. t'as raison, ils perdent beaucoup de choses, quoi. Moi, je pense, même pour leur banc, je pense que ça va être, tu vois, ils avaient quelqu'un de solide. T'as lui et André, et ensuite t'as lui qui rentre derrière. Pour le banc, tu vois, c'est une bonne chose, Bien en sûr. fait. Et je pense que là, maintenant, que sur ça, ils ont perdu. Et maintenant, pour le reste, je pense que, voilà, le vert, il le remplace à Jack Harden. Je pense sûr. que c'est équilibré, mais c'est vraiment, je pense, leur big, il en perd. Je pense que c'est pas Il une leur bonne reste chose. 2 spots, Thomas. Ils peuvent Trois signer spots. 3 spots. Trois Ils peuvent spots et signer 2 des mecs, millions. et on avait eu quelques idées. On pensait notamment à Yann Maimi, qui est pour l'instant off, qui a le rôle parfait de vétéran pour venir en Être défenseur, backup, comme ça, être backup. Je vois notre ami Javel Magui. Javel Magui qui est chez les Cavs. chez les Cavs. Et là, il va y avoir quand même entre Drummond, Magui et Jarrett Allen. Oui, il rajoute Larry Nance et Kevin Love Larry pour un Nance et secteur Kevin Love. intérieur. Ça fait ça. Maker Et était puis coupé. surtout, on a un petit Frenchie qui est du côté des Sixers, qui est quand même barré sur un poste de pivot, qui, je reste persuadé, peut jouer, c'est Vincent Poirier. Tu peux peut-être, je sais pas, tenter un coup pour essayer de lui filer des minutes sur un backup comme ça. Totalement d'accord. Non, mais ça, évidemment, sachant qu'ils ont deux mid-level exceptions, ils ont récupéré de l'argent aussi avec la blessure de Spencer Dinwiddie. Donc, ils ont la possibilité de faire des moves comme ça. Ils ont 2 fois 5 millions, donc tu peux aller chercher, monter un trade, absorber un contrat comme ça. Donc, moi, j'ai la sensation de toute manière que leur grand problème aujourd'hui, c'est donc la défense, on va y revenir, et la taille. Quand je dis la taille, c'est qu'ils ont un seul intérieur de métier. Alors, Monsieur Perry a été bon hier, ça se trouve que c'est un crack et qu'il était sous couveuse et qu'il le voyait à l'entraînement et que finalement, ils vont le faire jouer. Hier, il fait 11 et 5, mais même une filoche à 3 points. Mais il leur manque clairement autre chose à l'intérieur. Quel que soit le profil, il faut juste, tu vois, d'un point de vue du nombre, un autre intérieur. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ça, c'est une base. De toute façon, je pense qu'il faut avoir au moins 3 big men, tu vois. Au moins 3-5, tu vois. Je veux dire, maintenant, c'est vrai que l'option Vincent, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Je pense que l'option Vincent, ça va dans clair. le cadre. Quelqu'un qui
aime pas forcément, il aime pas scorer, il joue vraiment pour l'équipe en termes de défense et il fait le taf en fait. C'est un homme de l'ombre. Il fait les minima. Voilà, tu vois. Et Vincent, moi j'aime beaucoup et je pense que ça serait une très bonne option. Après, c'est tout ce qu'on fait, sachant qu'il est barré de chez barré côté Sixers. Après, est-ce que les Sixers vont vouloir donner Vincent aux Nets alors que ça va être les concurrents directs? Il y a une autre question qu'on se pose, c'est qu'on avait été séduit défensivement par les Nets. Bon, ça a duré 2 matchs. Depuis, on est très inquiet plutôt défensivement. Et les pertes de Taurean Prince, de Caris LeVert et de Jarrett Allen, là, pour le coup, défensivement, on a encore plusieurs gros points d'interrogation. Comment on essaie de régler ça? Parce que quand je me projette sur les meilleurs joueurs de la conférence Est, que sont Ben Simmons, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, où on a dit qu'il manquait pour l'instant des gros pour s'envoyer, parce que je pense que J.J. Jordan pourra faire le taf, mais il ne pourra pas le faire tout seul. Il va falloir aussi régler ces problèmes défensifs qui sont déjà présents depuis plusieurs matchs maintenant. Moi, je trouve que ça, c'est un énorme problème. On parlera après de l'équilibre d'équipe. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, tu es obligé de finir les matchs avec Kyrie, Harden et KD. KD a énormément progressé ces derniers temps en défense. Sur le second rideau aux Warriors, il nous a impressionnés. Et tu vois qu'il ne va pas lâcher l'affaire de ce côté-là. Kyrie Irving, même s'il a montré des intentions, c'est un défenseur que j'appellerais médiocre. James Harden, on ne va pas revenir sur sa bouillie de défense. Il y a 2-3 ans, ça a un peu progressé. C'est juste à l'envie, moi, pour moi, Harden. Ouais, mais bon, c'est juste à l'envie. Quand tu as une chance d'aller en finale NBA et que tu n'as pas envie de défendre, je ne vois pas pourquoi tu aurais envie de défendre à New York, enfin à New York et à Brooklyn. Je pense que c'est une question de priorité. Moi, je reste persuadé qu'on va voir je pense qu'on va voir un James Harden tellement différent de ce qu'on a pu voir ces 2 dernières années. Ah bah je le souhaite aux supporters des Nets, mais en attendant, ils n'ont pas de spécialiste. Joe Harris nous a montré qu'il était capable, il avait vraiment progressé de tenir des duels. Ça fait un défenseur dans le 5. DeAndre Jordan est un vrai défenseur, contreur, rebondeur, il n'y a aucun souci. Derrière, sur le banc, t'as qui? Bruce Brown, qui a montré de très belles choses là, depuis qu'il est revenu dans le 5 majeur. En 10 jours, il est passé de troisième unit à titulaire. Il a des cannes. C'est le genre de mec qui nous font kiffer. Timothée, évidemment, on le met dedans parce que lui aussi, au sacrifice défensif. Jeff Green est capable. Et après, ça fait pas beaucoup. Non. Et ça fait pas beaucoup. Il n'y a pas de spécialiste. Surtout que tu imagines des joutes de play-off, notamment sur le poste 4, ils vont être à poil parce que tu peux pas envoyer Kevin Durant sur des missions défensives. Par exemple, tu joues les Raptors au premier tour des play-offs, tu envoies qui sur Siakam? C'est Durant, hein. Ouais, tu vois, donc Durant va être obligé de s'y coller, mais il peut pas s'y coller 48 minutes. Au bout d'un moment, il faut que derrière, quand même, ils mettent des points, même s'il y en a d'autres dans ce clip, ils peuvent même des pantons. Et il va être visé surtout. Ouais, ça, il va être ciblé. Giannis Antetokounmpo, je t'en parle même pas. Ben Simmons, qui est un grand meneur, qui met de l'impact. Comparé qui on envoie là-dessus. Donc je pense que là-dessus, il va falloir que... Bon, ils ont le temps, ils ont des spots, on vient de l'expliquer, mais il va falloir aussi qu'ils se penchent là-dessus, défensivement, trouver aussi un équilibre. De toute façon, on a l'impression que l'équilibre général de cette équipe, ça va être le gros travail de Steve Nash et de son staff. Tout à fait, absolument. Mais défensivement, on est tous d'accord. Pour l'instant, c'est trop léger. Je suis d'accord, mais moi je pense qu'ils vont ajuster en fait. Je pense que le focus c'était de récupérer James. Maintenant qu'ils l'ont récupéré, ils vont ajuster. Et je pense le projet, à mon avis, c'est pas de gagner cette année en fait. Donc Ah, tu penses? T'es obligé d'avoir ça en tête quand même. Bah dans ce cas, défensivement, tu te mets pas dans cette situation. Tu vois, je pense pas que après, tu vois encore, ça dépend. Peut-être qu'il se dit surtout que KD il revient cette année en fait. C'est une année. Alors ça marchait. Moi, KD qui revient cette année, Kyrie qui revenait de blessure, le dire allez cette année une finale de conf ou finale NBA à minima, finale de conf à minima et puis l'année prochaine. Ça marchait quand il y avait les deux. Là, tu fais tout pour avoir James Harden. Ah, là, pour gagner, tu te remets un coup de pression. Après, pour moi, c'est finale NBA à minima. Après, il y a la situation. Je veux dire, c'est que elle est faite. C'est James. Ça part de je sais pas d'où. Il a envie de partir en fait. Donc c'est l'opportunité. C'est arrivé en fait. C'est pas une situation. On sait déjà que ça va arriver. Et il y a un an, on n'aurait pas pu le prédire en fait. C'est juste là. James, il est arrivé. Il a dit je veux plus être là. Ouais. Donc maintenant, ils ont pris l'opportunité. Maintenant, moi, je pense pas que leur but, c'est de gagner cette saison. Moi, personnellement, maintenant, le but, encore évidemment, il n'y a personne qui joue pour perdre. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Mais ils se donnent 2 ans, quoi. Mais c'est une saison, t'arrives, t'as KD qui revient, déjà, il faut voir comment il va tenir toute la saison. Là. Il y a des matchs, déjà, il a déjà été limité parce qu'il a certains matchs qu'il n'a pas joué pour des raisons de... Il y a eu le Covid aussi. Il y a le Covid, donc je pense pas qu'ils arrivent je pense pas qu'ils se disent maintenant. Cette année, tu vois. Thomas, on rappelle que James Harden est en contrat jusqu'en 2023 et que les 3 Ozos là sont en contrat au moins 2 ans minimum. Donc, tu vois. Ouais. Ils ont 2 ou 3 ans. De toute façon, ils n'ont plus de choix de draft. Donc, dans leur stratégie, c'est important que tous restent en forme, que tous soient bien lunés. C'est important pour Kyrie notamment, pour James Harden aussi, qu'ils se laissent un peu de temps. Donc, du coup, 1, 2 et une 3e année avec ce trio-là. Après, on verra, parce que si les mecs sont pétés en chaîne, bon là, c'est une catastrophe. Mais bon, ils ont déjà vécu ça il y a quelques années avec le trade avec Boston. Donc voilà, mais c'est vrai que regarde ce sondage, on est tous
plutôt partagé, c'est que oui, ce trio-là, sur le papier, il doit t'emmener vers le titre, mais leur compatibilité, c'est ça le vrai problème. Parce que quand on dit oui, c'est 3 dribbleurs, 3 scoreurs et tout, c'est ça le vrai souci. S'il y avait un mec qui pouvait se mettre en retrait parce qu'il avait d'autres qualités, eh ben, peut-être qu'on parlerait moins de la compatibilité de ces 3 mecs. Après, c'est toujours pareil. Faut voir. Il y a la théorie. Effectivement, sur le papier, quand tu vois Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, tu te dis mais il y a qu'un ballon. Mais après, il y a la réalité du terrain. Si les mecs, moi, je reste persuadé que des mecs ont envie de jouer ensemble et qui ont envie de gagner ensemble, ben, peu importe qu'ils soient compatibles ou pas compatibles, au bout d'un moment, ils feront ce qu'il faut. James Harden, Kyrie, c'est des playmakers. Ils sont capables. James Harden, pendant longtemps, il était, tu vois, tout ça, au niveau des passes, il était parmi les meilleurs passeurs de la ligue, en fait. Et je pense que c'est qu'une question d'envie. S'il a envie de jouer avec les autres, qu'il a vraiment envie, surtout que là, qu'il retrouve KD, je pense qu'en fait, ils doivent être contents. Et je pense que ça m'étonnerait pas, parce que regarde, au début de la saison, il demande à KD, il demande c'est quoi les rumeurs, et il dit ouais, mais tout le monde peut faire des rumeurs. Et au final, tu sais pas, les mecs ils steaks, on sait rien, tu vois, je veux dire ce qui se passe en vérité en coulisses. Donc maintenant ils reviennent ensemble. À mon avis, c'est comme je t'ai dit, moi je pense pas. Les deux, j'ai aucun doute sur James Harden et KD. Ils jouent Non, mais ils sont 3. Mais c'est le troisième. Ah ouais, moi c'est vraiment le troisième. Ben, le le 33. troisième, il y a son association, il y a son adaptation basket, et puis il y a le fait aussi son adaptation sociale. Ouais. C'est que c'est très compliqué en ce moment. On sait d'ailleurs toujours pas où il est. Si vous avez des nouvelles, mais il est chez lui, n'hésitez quoi. pas à appeler ce numéro qui va s'afficher en bas. L'alerte rouge. Qu'est-ce qu'on voulait rajouter sur les Nets? Quand on voit leurs principaux concurrents, ça va être quoi? Les Sixers qui commencent bien la saison, les Bucks avec Giannis, mais j'ai l'impression quand même que est-ce qu'aujourd'hui, avec ces 3-là, ça suffit à les mettre grands favoris de l'Est, ou quand on voit les Bucks qui ont peut-être un peu plus de profondeur de banc, c'est qui est le favori aujourd'hui de la conférence Est? Ils sont grands favoris. Si là, avec James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant, t'es pas favori, au bout d'un moment, c'est que tu joues très très mal au basket. Donc ça nous amène aux questions, pour moi, du coaching. Ça nous emmène à Sean Marks aussi, qui a décidé de cette stratégie, tu vois, parce que il faut regarder les concurrents. Mais là, comme on le disait avec Nico au téléphone, sur les Clippers et les Lakers, au bout d'un moment, concentrez-vous sur vous-même, ayez un plan de jeu qui plaît à tout le monde, dans lequel tout le monde se retrouve, que tout le monde soit impliqué, que tout le monde ait ses tickets shoot. Je parle des 3, mais je parle aussi des autres. Moi, Joe Harris, il va avoir des tirs ouverts, il n'y a aucun doute. Bah oui. Mais mon gars, s'il se retrouve, il fait une bonne saison à 14 points. Il ne faut pas que ça. Non mais comment ça, il ne faut pas que ça? Joe Harris, par exemple, c'est aussi une menace sur des Steiger, des remontées, il lui faut des écrans, pour aussi avoir de la variété. Tout à fait, sauf que la variété, quand tu as 3 joueurs comme ça, en fait, c'est normal de se baser à fond. En fait, il te suffise. Tu vois, limite, Joe Harris, il est en trop. Il faudrait un gars qui soit dans le corner, PJ Tucker, qui demande jamais la balle, mais qui soit une menace à 3 points. Joe Harris, il est même trop fort pour être dans ce centre-là, mais je le pensais déjà un peu avant. Ça, mais alors là, c'est encore pire. Donc moi, tu vois, avant de penser aux concurrents, j'ai envie de voir ce que va faire Steve Nash dans le jeu. J'aimais bien ce qu'il avait un peu tenté de mettre en place avant que Kyrie décide de pas jouer au basket. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de mouvement, mais il y avait quand même beaucoup d'ISO dans des moments importants pour KD et pour Kyrie. Ces mecs-là, t'es obligé de leur donner des ISO, sinon tu vas à contre-courant. Donc voilà, comment Steve Nash, coach rookie avec un coaching staff pléthorique, comment il va se démerder pour faire jouer tout ça. Sacrée première saison. Coach rookie qui a un IQ bien plus important que chacun des mecs que des mecs qui coachent ça fait 20 ans. Donc c'est un coach rookie. Pour moi, c'est l'un des mecs les plus intelligents qui est marché sur cette terre et qui joue au basket. Alors maintenant, c'est vrai que je pense qu'il faudra juste réussir à gérer. Maintenant, c'est vrai, le seul problème, je pense, peut-être que Joe Harris faudra peut-être le bouger, tu vois, parce que je pense pas qu'il faut pas. En fait, quand j'ai joué contre Miami, quand je jouais avec le Big, dès qu'il sortait, en fait, l'équipe, elle vaut plus rien, en fait. Tu parles du briserie à l'époque LeBron? Ouais, à LeBron, à Miami, tu vois. Et en fait, j'ai pas envie que ce soit le même problème qui dépende que des 3, en fait. Et c'est vrai qu'ils ont viré du monde, tu vois, même le vert qui comme moi, qui était en course pour être meilleur 6e homme de. C'est ça, tu vois. J'aime beaucoup ce joueur, tu vois. Donc c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait un gros déficit et que dès que les 3 ils sortent, surtout en sachant que KD revient, ils pourront pas le mettre à 100%, tu vois. Je veux dire, et le faire jouer 40 minutes. Et Kyrie, ils sont obligés de gérer, tu vois. Moi, personnellement, je ne les ferai jamais sortir tous les 3. Tu vois, c'est ça. Moi, pour moi, mon 6e homme, tu sais qui c'est? C'est James Harden. Alors, il est titulaire. Mon 6e homme, c'est Kyrie Irving. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu en as toujours un sur le terrain, et quand il est tout seul, frérot. Là, pour le coup, c'est portes ouvertes. Et c'est là où il faut être intelligent, tu vois, dans les rotations. Mais ton 6e homme, ça doit être James Harden, en fait. Mais moi, vous me parlez d'attaque, là, j'entends bien, mais Steve Nash, d'ailleurs, sur les dernières défaites des Nets, ça avait un peu gueulé, surtout sur le fait que des fois, ils sous-estimaient l'adversaire. Il y a eu des défaites un petit peu vilaines. Ils ont un bilan très mauvais, les Nets, face aux équipes qui ont moins de 50%. Et sur l'investissement défensif. Et honnêtement,
moi, quand je vois les Lakers qui gagnent la saison dernière, certes, en attaque, tu as LeBron, tu as Anthony Davis, ils avaient fait exploser la zone, du 8 en finale, mais c'est défensivement où ils avaient donné le là. Ils sont toujours première défense Et de NBA aujourd'hui. et là, ils font un début de saison, les Lakers, en dilettante peinard en attaque. Ouais. Mais par contre, défensivement, ils ont des bases solides. Et je crois que si les Nets veulent atteindre une finale de conf ou une finale NBA, il va falloir que défensivement, ils s'y collent, quoi. Ça va être surtout ça, pour moi, le premier chantier. Mais les 2 premiers matchs nous avaient mis dans cette direction. On avait même Kyrie Irving. Mais sur l'envie, sur de l'envie, tenir des duels. Juste sur tenir des duels. Mais James Harden, il va apporter ça vraiment? Non, mais en tout cas, c'est peut-être là, je pense que le premier step, c'était d'avoir James Harden. Maintenant, il leur reste 3 spots. Il va falloir être intelligent. Ouais. On sait qu'avec Timothée, tu as des soldats. Bruce Bowen, tu as des soldats. Il va falloir peut-être mettre Jeff Green, peut le faire aussi. Bruce Brown, j'ai dit quoi? Bruce Bowen. Bruce Bowen. Bon défenseur, d'ailleurs. C'est parfait. Bon défenseur. Juste d'être un peu cramé. Mais peut-être là, aller trouver des postes 3-4 pour les défendre aussi sur des mecs qu'il faudra envoyer en mission. Il te reste 3 spots, on va voir comment Sean Marks réfléchit. Mais tu as dit un truc archi intéressant, c'est la 2e fois en 10 ans que les Nets font all-in pour avoir sur une équipe All-Star. On se souvient qu'ils avaient fait Deron Williams, Joe Johnson, Paul Pierce, il y avait qui d'autre, Garnett et Brook Lopez. Les 5 avaient été All-Star. Pas en même temps. Avaient été All-Star avant et ils avaient lâché un nombre complètement fou de tours de draft pour vieux Garnett et vieux Paul Pierce. Ouais. C'était surtout ça qui était dingue. Là, c'est différent. Alors là, c'est absolument différent, mais on l'a dit, mais ils ont lâché donc 4 choix, leurs 4 choix au premier tour. Donc c'est une année sur 2, 2022, 2024, 2026, un truc comme ça. Et l'année d'après, c'est un swap avec les Rockets. Donc les Rockets ont le meilleur choix entre le leur et celui des Nets pendant ces années-là. Donc ils sont complètement à poil et en fait. Il y avait Jet Terry d'ailleurs à l'époque aussi, qui était lui aussi cramé. Hein. Comme à l'époque, en fait, ils font un all-in sur des noms, certes qui n'ont pas le même âge, mais qui te permettent pas du tout de te retourner si d'aventure ça se passe mal. Bon, la réalité c'est qu'ils ont réussi à rebondir en quelques années avec D'Angelo Russell, avec des bonnes drafts et ainsi de suite. Parce que Sean Marks c'était un super GM, mais tu te rends compte quand même que le gars est capable de mettre en place Kenny Atkinson, le virer, aller chercher KD à la free agency, puis derrière, ça c'est clair, on ne s'ennuie pas, tout à fait. Alors, on a fait le tour des Nets, mais ça a bougé pas qu'à Brooklyn, ça a aussi bougé dans pas mal d'autres franchises, et on va se demander vraiment qui sont les autres gagnants de ce trade dans un autre focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! 3 autres équipes ont été impliquées dans ce transfert. D'ailleurs, Tom, tu peux nous remettre le récap un petit peu de ce blockbuster trade. On va parler forcément donc des Houston Rockets, des Indiana Pacers et des Cleveland Cavaliers. Mais on a envie de se focaliser pour commencer sur les Houston Rockets, désormais ancienne franchise de James Harden. Un début de saison un petit peu catastrophique. 3 victoires, 6 défaites, 14e de la conférence Ouest. On n'avait plus l'habitude de voir les Rockets aussi loin, aussi profond dans la conférence Ouest. Et c'est surtout la manière qui nous inquiétait. Aujourd'hui, James Harden n'est plus là. Alléluia. John Wall devient donc naturellement, par son talent et son attitude irréprochable depuis le début de saison, le go-to-guy et le leader de cette équipe. Qu'est-ce qu'on pense donc de l'addition maintenant de Victor Oladipo? Et quand on voit ce roster des Rockets, on se dit, leur saison va pouvoir peut-être enfin commencer. Je suis d'accord, totalement d'accord. Je pense que Victor va amener quelque chose de différent. Parce que John en soi, c'est un scoreur, mais on sait que c'est pas un scoreur d'élite. T'as des Marcus qui revient, on attend vraiment de voir. Il y a Wood qui a fait un début de saison qui est juste incroyable. Tu veux dire, je sais pas d'où ça vient pour être honnête avec toi. Tu me disais qu'avant c'était un défenseur et que tu n'imaginais pas être aussi fort. En fait, c'est ça en fait. Mais le basket, c'est une question de confiance, une question de rythme en fait. Donc il a pris son rythme, il arrive en confiance. Surtout avec tout ce qui se passait, il a profité de tout ce qui se passait à Houston avec. Tu vois, James qui était pas au bon endroit, au bon moment. Ouais, c'est exactement ça. Il a profité et en fait, ça, c'est bien, tu vois. Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais je pense que, Victor, je pense qu'il va vraiment mener quelque chose. Surtout le côté scoring, tu vois, parce que Tucker, encore, il est costaud. On sait qu'il va faire un taf en défense, mais je peux pas me poser. Je vais pas attendre sur lui en fait pour qu'il me ramène, tu vois. Donc, surtout vu sa forme. Hein. Je trouve que c'est grave complémentaire. Je trouve que c'est pas mal. En fait, t'as raison dans la conséquence de tout ça, c'est que c'est plutôt sympa, c'est très intéressant, et leur saison va vraiment se lancer parce que on avait la sensation les dernières semaines qu'ils étaient en pleine inertie, c'est-à-dire qu'ils ne bougeaient pas à cause de James Harden, son attitude, et qu'on voyait Stephen Silas, le coach, être démuni quand t'as superstar qui est aussi fort. Catastrophe. Mais tu vois, on peut même pas lui tomber dessus. C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire quand tu es une franchise aussi importante que les Rockets, avec des années de gagne les dernières saisons, avec un mec que tu as poussé, que tout le monde a adoré, jouer au con à ce point-là et jouer à la diva,
bah oui, forcément, c'est difficile. Donc ils se sont enlevés enfin l'épine du pied. La première question, c'est, je te la pose, Erwan, est-ce que toi, tu as l'impression qu'ils ont récupéré assez pour un joueur comme James Harden? Au prime abord, non. Mais au final, sur le moment venu, en fait, ils s'en sortent bien. Ouais. Ils s'en sortent bien sur le moment venu parce qu'on l'a dit, Powell, je pense que c'est complémentaire. On parle beaucoup d'attaque, trop par moment, mais défensivement, les deux là, ils vont pouvoir mettre un jus. Et quand je vois dans l'état physique de John Wall et comme je vois que Victor Oladipo, quelque part, depuis sa saison All-Star, sa blessure, il avait peut-être besoin d'un nouveau challenge. Clairement. Et j'ai l'impression que John Wall a envie d'emmener tout le monde avec lui. Et je pense que ça va être bien pour Victor Oladipo. Et les deux, défensivement, ils vont pouvoir mettre une sauce. Et ça, quelque part, ça va être intéressant. Et ça va laisser. Et du coup, ça va y avoir énormément de relance dans une équipe, quand on revoit le 5, qui va courir. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Maintenant, moi, il y a un truc dont tu m'as parlé ce matin. Et je me dis, c'est vrai, finalement, j'y avais pas pensé, ils ont récupéré peut-être Oladipo. Pourquoi Dante Exum, ils ont récupéré. ils ont récupéré Dante Exum, qui pour l'instant Et n'est pas Kuruc. dans une forme de basketteur. Kuruc, Ouais, Kuruc, ouais. Kuruc, qui est un bon joueur. pas un mauvais joueur. Non, c'est pas un bon joueur, c'est un bon joueur. Pas de souci, bon joueur. J'étais à Barcelone avec lui, c'est pas un mauvais joueur. Ah ouais. Il est vraiment très intéressant. C'est juste, je pense que c'est quelqu'un, il faut sa chance en fait. Mais il avait joué un peu avec les Nets, il avait Ouais, deux ouais, mois. chaque Hein. fois qu'il a Puis, joué, en tout cas, pas de moi, j'ai souci, trouvé hein. que c'était bon, mais pas un mauvais on se joueur. demande pourquoi les Rockets n'ont pas essayé, ou peut-être qu'ils l'ont fait, mais n'ont pas réussi à choper Jarrett Allen. Incompréhensible. Alors peut-être que c'est une histoire de salaire et tout, mais à partir du moment où tu récupères Kuruc et tout ça, pourquoi Jarrett Allen n'est pas dans la... Il leur manque pas un autre grand. Ils ont des Marcus Cousins, ils ont Christian Wood qui joue 5, qui est un vrai poste 4. Ils ont personne d'autre. Pourquoi ils se battent pas pour Jarrett Allen, 22 ans, qu'on voit tous faire de matchs hyper consistants, dominer des mecs qui sont plus expérimentés? Oui, effectivement, moi je me pose une vraie question vis-à-vis de ça. Ça t'aurait plu, toi, Jarrett Allen, au Rockets? Non, je pense que ça serait bien, surtout avec des Marcus. Maintenant, bon, qui commence des Marcus? Lui, je sais pas vraiment qui. Moi je dirais plutôt Jarrett pense- Allen. Mais, Voilà, tu vois, mais bon. c'est vraiment ça. Mais je pense que ça aurait pu. En fait, je pense que c'est les dernières minutes. En fait, c'est arrivé là. Comme hier, je regardais sur Twitter, je vois que c'est marqué. Bon, les Nets cherchent vraiment à tout faire pour récupérer. Houston cherche à tout faire pour se débarrasser Pour de James. En bazarder, fait. ouais. Donc, à mon avis, ils ont dû prendre. Le deal a dû se faire là, en fait. Ils ont dû trouver quelque chose et c'est ce qu'ils ont, à mon avis, c'est ce qu'ils ont trouvé de mieux. Et ça, moi je trouve que tu disais que finalement c'était plutôt une bonne contrepartie. C'est vrai que quand tu vois le truc brut, on peut se dire oui ou non. Moi, je N'oublions continue à croire. n'oublions pas que ça se fait dans l'urgence. Eh T'es ben, pas- justement, t'es- c'est ça le problème. T'es pas l'été. Moi, c'est ça. Oui, Ouais, c'est- mais non, c'est pas vrai. Parce que James Harden, il a pas commencé à faire la gueule avant-hier. Ah, mais moi, je suis Ça, c'est d'accord. vrai. L'intersaison, Ça, c'est vrai. il revient, il est hors de forme. Moi, mon avis à l'époque, c'était de dire tuer les Rockets, ça fait 8 ans qu'il est là, c'est le début de la 9e saison, faut tout faire pour lui donner envie de rester, c'est normal. Mais en fait, très rapidement, tu vois que c'est catastrophique. Si vraiment ils sont activés à faire un trade, j'espère que c'est pas vrai, mais s'ils sont activés hier soir et qu'ils ont trouvé ça, je trouve que, sans parler d'incompétence, en tout cas, ils ont mal géré le coup, sachant que Ah, mais le front office a énormément alors- changé de. C'est quand la dernière fois qu'on a eu un trade à 4 équipes? Parce que ça, Ouais, moi, c'est- j'étais ouais. choqué de le voir Ouais. en vrai. 4, ça fait beaucoup. 3, C'est une question. 4, j'ai fait waouh! Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, moi, dès cet été, quand un mec comme James Harden... Intersaison Cette intersaison revient avec l'état d'esprit qu'il a et les déclarations qu'il a, tu sais que tu peux pas le récupérer. Ça, Et c'est ce que t'as dit à la base, hein. Moi, ce que j'ai dit à la base. Et la première erreur du front office pour moi des Rockets, c'est de se dire on va essayer de le récupérer, alors qu'il était irrécupérable quelque part, dans sa tête, il était ailleurs. Du coup, tu te retrouves dans la situation avec cette semaine où ils font leurs 2 confrontations coup sur coup face aux Lakers, où ils sont honteux dans le comportement, dont surtout James Harden, et derrière tu dois faire dans l'urgence. Alors pour moi, ils s'en sortent bien dans la situation urgente que c'est, mais effectivement, dès le départ, dès cette intersaison et non pas cet été, eh ben, c'est là, moi, dès le départ, mais souvent, on a l'impression, un petit peu comme avec une meuf, tu sais que c'est terminé, mais t'es encore amoureux, et t'as envie de t'accrocher, bien sûr. jusqu'au Le lien, bout, le lien. et t'as envie de t'accrocher jusqu'au bon, dernier d'accord. moment, mais le problème, c'est que... ben, Ça fait déjà 6 mois qu'elle ouais, est ça ailleurs. fait Pardon. moi elle est ailleurs, dans sa tête, évidemment. Mais Mais tu sais- oui, oui, oui. C'est tellement vrai! Mais tu sais quand est-ce que c'était le meilleur moment pour le trade? Après les 2-3 premiers matchs où il est fantastique. Et là, tu vas chercher Ben Simmons. Bah oui, parce que... En fait, c'est pas Ben une mauvaise contrepartie. Ben Simmons. Ben Simmons. Pour moi, les Rockets Pas auraient bien. dû tout faire pour les... Je pense qu'ils ont tenté et que les Sixers ont fait gros. Là, on est trop bien en ce moment. Si on pète l'alchimie de l'équipe qui marche vraiment bien, c'est qu'on... Bon, on prend de Alors, gros risques. C'est une autre question. Non, mais c'est une Mais par contre, attends, juste pour finir sur les... T'envoies qui aux Sixers? Bah, James Harden, justement. Harden? Oui. James Harden contre Ben Et Simmons? tu rajoutes des Et trucs tu rajoutes, avec Ben il y Simmons. avait, il voulait récupérer Vous voulez Mike- Maxey, Tyrese Maxey aussi.
Ça aurait été pas mal. Hein. Ça aurait été pas mal, mais Ça aurait visiblement, été ils pas n'ont pas mal voulu tout tout faire péter. Mais c'est intéressant de savoir pour les fans des Sixers si vous aurez plutôt tenté ce Est-ce que coup-là. les Sixers, alors, les Sixers James ont dit Harden non. peut jouer avec Embiid. Ouais. Ah bah Bah oui. oui, là. Est-ce que les Sixers ont dit clairement non, on ne lâchera pas Ben Simmons, vraiment, depuis qu'ils Ils nous ont son début intimidés de ouf, carrière. hein, en ce Hein moment. Ça se passe très bien en ce moment. c'est pour ça. Ouais, ça se passe très bien. Et puis, ils sont très attachés à Ben Simmons, hein, vraiment. Donc, faut Et ça comprendre. se passe en plus très bien. Il était d'ailleurs soulagé, Ben Simmons nous a confié. C'est un tweet, hein. Non, c'est ça, un j'ai vu tweet Non, c'est un tweet. de Shams, je crois, je sais plus. Je sais plus, mais- En tout cas, il y avait un tweet qui est sorti comme quoi il était soulagé, Ben Simmons, il a eu peur d'être tradé. Est-ce que les Sixers, dites-nous dans les commentaires, je vous pose la question à vous, auraient peut-être dû bouger pour James Harden? L'avenir nous le dira. Aujourd'hui, non, ils sont bien. Moi, je pense pas. Honnêtement, ce move-là, je le vois pas. Je me dis que cette équipe, elle tourne vraiment bien. Ils ont quelque chose, ils ont drafté leurs jeunes, ils ont vraiment... En fait, et je trouve que ça tourne trop bien pour venir ajouter quelqu'un. Et t'es pas sûr comment il va réagir, en fait. Parce qu'il peut être là, il peut être content, et 2 mois plus tard, tu te dis, en fait, j'ai pas envie d'être là, en fait. C'est vrai Et- que ça se passe très bien. Et dans ce cas, c'est un peu comme Boston avec Isaiah Thomas. Ça nique toute la dynamique. Tu sais ce que t'as, tu sais pas ce que t'auras. Tu vois, genre, voilà, Ça, c'est clair. tu vois, que bah, Boston, ils étaient sur une dynamique avec Isaiah Thomas incroyable. Alors, Après, ils font finale de conf l'année d'après, quand même. hein. Ils se blessent, certes, mais tu le trades pour Kyrie Irving, mais au final, alors certes, ils font finale de compte, Bah, mais ouais. Kyrie Irving est blessé. Ouais, justement. Mais dans l'alchimie, Bah, dans le truc, il a jamais amené ça à Ils Kyrie. ont perdu du temps. Azier, il sort d'une saison incroyable. Ça me fond le cœur. Quand on parle de mec qui est capable d'être MVP, de parler de 200 millions, au final, il se retrouve, il joue le minimum l'année d'après. Finalement, ils ont bien fait, puisqu'il peut plus jouer au basket. Tu vois, le pauvre. Donc, ils ont Après, bien fait. hein, ils après ont sa bien fait. blessure à l'anche, il s'est Je suis jamais d'accord avec revenu. toi, mais est-ce que ça l'a aussi Peut-être. un peu cassé n'a dans rien sa lancée arrangé. pour, tu vois, je veux dire, C'est sûr que ça n'a pas aidé. il y a beaucoup de choses. Les joueurs, ils ont quand même un côté mental, ça reste des humains. Donc, c'est vrai, je te dis, au final, tu peux pas. T'es bien, tu vois, tu te fais trade parce qu'il y a l'autre qui fait son caprice, il veut plus jouer avec LeBron. Derrière, il reste même pas à Boston. Il est même plus à Boston. Il part pour rien. Et en plus. tu Il vois, part pour rien. Donc, moi, sa place à Rozier, j'ai un peu les boules. Et je me dis, en fait, que les Sixers, t'as un jeune. T'as quelqu'un qui monte, Ben qui monte, il joue bien, ils s'entendent bien avec Joël. Joël, on sait que c'est un fort caractère. Si James il commence à venir et à mettre plein de shoots, il gagne pas. Joël, il va lui dire quelque chose. Ouais. Tu vois, il va pas juste rester assis là et lui regarder Ça, c'est clair. niquer son équipe. Tu vois, donc je me dis que je sais pas si les Sixers. En tout cas, ça ils n'ont pas pourrait pris de être- risque. Ouais. Ils n'ont pas pris de risque, mais ça se tient. Ils auraient peut-être dû le faire avant la saison, parce Mais qu'avant la saison, ils ça se restaient tenait. sur une saison Voilà. kata, enfin, dans kata, on Raté. se comprend, raté. On l'aurait pu comprendre avant la saison, là ça se passe tellement bien. Si tu arrives à refourguer Tobias Harris pour James Harden, bon voilà, bravo à Daryl Morey, mais on a tous cette sensation qu'ils ont envie d'aller au bout avec ce roster-là. Ils gagnent, ils perdent, on verra, mais en tout cas, ils ont plutôt raison de le faire, quoi. Ouais. On est d'accord. Il y a une autre équipe qui a fait un bon coup, c'est les Pacers, avec Caris LeVert, qui donc était en route pour être 6e homme. Et on a vu ce tweet de Damien Lillard qui a dit « Les gens vont pouvoir enfin découvrir le vrai talent de Caris LeVert. On sait qu'on avait vu ses qualités depuis son début de carrière. Mais là, on a l'impression qu'il va se retrouver dans une équipe, quelque part, où il y a certes un petit peu moins de strass et de paillettes, mais tu peux nous confirmer, Kevin, Indiana, c'est un bon environnement. c'est un Ok, bon- je vais au Knicks et à Indiana. Honnêtement, c'est un vrai environnement. J'ai beaucoup aimé jouer à part le froid. Une fois, je suis sorti de l'avion et j'ai l'impression que le froid a pris mon visage. Bon, t'habites en tu vois. Tony maintenant, c'est vrai, pas mieux, ça hein. va, tu vois. C'est vrai. Mais tu vois, à part le froid, mais sinon, c'était un bon environnement. Tu vois, c'est vraiment une équipe, genre, ils sont dans l'esprit familial, c'est vraiment une équipe. Tu te sens chez toi. Tu vas dire, quand j'étais au Knicks, c'était bizarre, c'est différent, mais quand t'es vraiment avec l'épaisseur, non, mais c'est un atmosphère différent. Et surtout que les Knicks, c'est plus médiatisé. Après un match, t'as 30-35 médias qui sont là pour les Knicks et qui font la queue, qui attendent. Les Pacers, il y a des fois, il y a 4 gars. Tu vois, je veux dire, donc c'est pas pareil, en fait, tu vois. Ouais. Et donc, je me dis que lui, il va arriver dans cet environnement. Je pense que dès le début, il va tout de suite réussir à s'intégrer. T'as un Sabonis qui est chaud, tu vois. Magnifique. Usine à basket. Donc Magnifique. c'est ça, tu vois, c'est beau. Honnêtement, c'est beau. On Faut rappelle pas pour la regarder petite jouer. histoire que Caris LeVert avait été drafté par les Pacers. Tout à fait. Ouais. Donc, Et ce qui est important dans ce move, parce que est-ce que Caris LeVert est plus fort qu'Oladipo? Moi, honnêtement, je ne pense pas. Est-ce que le plafond, est-ce qu'un jour il peut dépasser Oladipo? Peut-être, mais Oladipo a été Moi, All-Star. honnêtement, J'attends de voir, tu vois ce que je veux dire. J'attends Voilà. Est-ce que il est Indiana plus- va être il meilleur fait- avec J'ai LeVert? l'impression qu'il fait plus de choses. En fait, la réalité Ouais. de la situation à Indiana, c'est que Oladipo, on se rappelle à intersaison, encore une fois, il y avait des rumeurs comme quoi il disait à d'autres joueurs sur le terrain qu'il voulait aller ailleurs, notamment chez les Knicks, qu'Oladipo est en fin de contrat la fin de la saison et que Oladipo cherche un méga contrat et que Indiana n'était pas disposé à lui donner. Donc, en faisant partir Oladipo, il s'enlève une pression avec un gars qui est revenu à bon niveau, à 20 points par match, Ouais. mais dans une franchise où, honnêtement, il est passé de visage il y a 2 ans, blessure, à être en dessous de Sabonis All-Star l'année dernière, Sûr. de Brogdon, De qui pour Brogdon, moi ouais. sera All-Star
tellement il est fort et régulier, tu vois, honnêtement. Donc tu ajoutes un joueur qui a 26 ans, Caris LeVert, qui est pas si jeune que ça, finalement. Il a été beaucoup blessé, il a fait 4 ans de fac, et ainsi de suite, alors que c'était une superstar au lycée. Quelle fac? Michigan. Oui. Michigan. Et il arrive. Moi, je pense que Caris LeVert, il a tout à gagner à ne pas faire les folies qu'il faisait avec le second unit de Brooklyn et à s'intégrer dans un effectif où le meneur de jeu est très fort et Sabonis est très C'est fort. ce que j'allais te dire. Donc ils sont intelligents. Quand ton meneur de jeu, c'est Michael Brogdon, et quand tu as Sabonis et même Turner à l'intérieur, c'est quand même des équipes structurées. Ils font pas n'importe quoi. Donc, quelque part, lui, il va aussi un petit peu amener cette. Un peu de folie. Un peu de folie, des fois, dans ce jeu qui est certes, qui fonctionne structuré, mais on sait que des fois, quand t'es pas inspiré certains soirs, boum, il y a un mec qui fait des trucs pas prévus et ça peut te faire aussi Le gagner bon des matchs. dosage, alors. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. Je pense qu'ils ont besoin de ça. De toute façon, ils perdent de Ladipo. Donc, il y aura un trou. Donc, il faut que lui, il arrive. Tu perds un mec qui a 20 points de moyenne. Donc, il faut pas le combler. Tu vois, il faut vraiment qu'il arrive et je pense qu'il peut nous faire. Parce qu'il a toujours été derrière du monde, en fait. Et, Ça, c'est sûr, hein. et là, maintenant, il a sa chance. Parce qu'en NBA, en vérité, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'il y a beaucoup de joueurs, en fait, qui sont vraiment forts, en fait. Tous les joueurs sont forts. Ils se rendent pas compte, en fait. Et les gens, ils pensent, parce que tu joues pas. Tu vois, et je parle pas forcément de moi ou quoi que ce soit. J'ai vu beaucoup de joueurs, que ce soit dans mon cas où. Il y en a plein qui sont forts, en fait. Tu vois, et les gens, ils pensent, ah, mais il est nul. Non, mais il est nul en haut. Il est pas C'est nul. le dernier des tout meilleurs. Il est pas nul en bas. En N3, il dépanne. Tu vois, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que, tu vois, il y en a même, il faut se dire que même des monstres en Euroleague, c'est des mecs qui n'ont pas réussi à aller là-bas, en fait. Ils Non, jouent, mais donc, tu vois, on le dira jamais assez, la concurrence NBA, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Quand tu regardes les matchs, quand tu regardes l'entraînement de Summer League, mais tu te demandes comment tout le monde finit pas avec des croisés. Ça se casse dans tous les sens parce qu'en fait, tout le monde a faim, en fait. La ligue, c'est vraiment, il y a 450 places et tout le monde a faim. Tu vois, du début à la fin. Et il y en a, c'est pour ça que parfois ça me dérange de voir des joueurs pas forcément prendre conscience, en fait, qu'ils sont dans la ligue. Tu vois, ils pensent qu'ils sont. En fait, il y en a, ils abusent, ils aiment pas. Mais en vérité, je me dis, il y a des mecs, ils ont envie, ils font que ça, les mecs, tu vois, donc pour y aller, en fait. Et que lui, je me dis que maintenant qu'il a sa place, peut-être qu'il va nous faire une James Harden quand il part à Houston. Et on sait pas, en fait. Il va peut-être péter à. Tu vois, Alors, ça, c'est une bonne question. Parce que tu la poses. Est-ce que pour toi, Caris LeVert a à la fois le potentiel, la mentalité et tout ça pour être, en fait, le Oladipo d'il y a 2 ans à Indiana et donc passer devant Brogdon et Sabonis? Ils sont très forts. Hein. Il m'a beaucoup plu dans son attitude sur le début de saison. Il met quand même plus de 18 points par match dans une équipe où il y avait Kyrie Irving et Kevin Durant, et je l'ai trouvé très bon avec les superstars, et je l'ai trouvé très bon sans les superstars aussi quand il sortait du banc. J'ai l'impression qu'il est prêt pour ça, en tout cas. Maintenant, ça fait quelque temps qu'il est en ligue. Tu l'as dit, c'est pas un genou. J'ai l'impression qu'il est prêt, en tout cas, à ce challenge-là, ce qu'on lui dit, vas-y, montre-nous que tu. Ils vont pas lui dire t'es numéro 1 en arrivant. Ouais. Parce qu'il y a déjà des mecs installés, parce que... et ils n'ont pas intérêt à le faire. Par contre, je pense que lui, ils vont le regarder d'un œil un peu averti en disant regarde, montre-nous que tu peux être numéro 1. Nous, en tout cas, ça nous dérangera pas de te filer les clés du camion. Ouais. Donc, je pense que là-dessus, il a un vrai challenge et qu'il a. Moi, je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé fort dans la bulle, je l'ai trouvé fort sur ce début de saison, je le trouve prêt pour ça, en tout cas. C'est un bon croqueur. Ouais, mais il faut par moment. C'est un super joueur. C'est un bon croqueur. Il faut. Moi, je l'ai vu faire des trucs, je me suis dit. Ok, dans sa tête, il est au niveau de KD. Mais il faut, dans sa tête, je comprends, mais il faut des croqueurs un peu comme ça. Et c'est un petit peu aussi les limites d'Indiana. C'est quelque part aussi de se dire qu'on est trop dans le. Alors, bon, après, il y a eu TJ Warren dans la bulle, où on l'a vu croquer, mais par contre, parce qu'il était sur un nuage. Mais je pense qu'Indiana, ils ont besoin des fois d'avoir un petit peu ce croqueur. Et souviens-toi, Oladipo, quand il est All-Star, et que c'est peut-être là où Indiana est le plus fort ces dernières saisons, c'est quand il croque. Ouais, depuis le départ de Paul George et tout ça. Ouais, depuis le départ de Paul George. Bien sûr. Mais sous l'ère Oladipo, quand Indiana est le plus fort, qui sera à 2 doigts de sortir Cleveland en playoff, c'est quand Oladipo est en mode croqueur. Tout à fait. Donc il faut un peu de ça en NBA. Bien sûr. Il faut des croqueurs en NBA. Il n'y a que des croqueurs en NBA, de toute façon, on va pas se mentir. Bon, lui, c'est. Donc voilà, une dernière équipe, c'est Cleveland qui, je reprends tes dires, a fait un coup de maître avec Kobe Altman. Donc explique-nous le pourquoi. GM, donc, le GM. Oui, parce qu'ils l'ont pas recruté. En fait, à la base, tu vois Cleveland dans ce trade, tu ne comprends pas ce qu'ils foutent là. Mais en fait, tu te rends compte qu'ils donnent donc un tour des Bucks, un premier tour des Bucks. Et Dante Exum, que tu adores surnommer, que je ne citerai pas, mais gros tarpé. Fedes, voilà, comme ça. Et récupère Taurean Prince, donc un gars qui peut être titulaire dans la moitié des équipes de NBA, et notre ami Jarrett Allen. Donc effectivement, le projet à l'intérieur est complètement fou côté Cavs, puisqu'il se retrouve avec Jarrett Allen, McGee, André Drummond, qui est toujours sous contrat, mais en fin de contrat, ce sera bien le transférer peut-être, et sur le poste 4, Kevin Love et Larry Nance Jr. Donc Thon Maker a été coupé, heureusement, parce que sinon la moitié de l'effectif c'est des intérieurs, mais récupérer Jarrett Allen, 22 ans, avec ce qu'il fait
faisait ces derniers temps, ça, c'est des bonnes pièces que tu ajoutes à un effectif déjà un peu intéressant avec Colin Sexton, Darius Garland et Isaac Okoro. Donc voilà, il leur manque peut-être encore un ou deux, soit vétérans, soit Kevin Love, tu le bouges, tu vas récupérer d'autres jeunes. Enfin bref, ils sont pas trop loin d'avoir, tu sais, d'avancer quoi. Kevin Love, il est imbougeable avec son contrat de mammouth. Mais comme il joue plutôt bien au basket, le coach est bien en place et tout ça, c'est intéressant de récupérer Jarrett Allen. Qui est meilleur qu'André Drummond ou pas en ce moment? Mais je pense pas que ce soit une bonne chose pour lui. Pour qui? T'arrives. Drummond? Il y a Jarrett Drummond, Allen, il y a Drummond qui est All-Star déjà. Maggie qui vient juste sortir, il vient juste de gagner Un titre. Un titre. Mais ça va bouger, je pense que... Ça peut bouger. ça ne peut que Après, bouger. en vérité, pour être honnête, je regarde pas Cleveland, ils font pas forcément rêver. Je vais pas mytho. Mais personne ne va t'en Personne- vouloir. C'est ça. Joachim Noah, regarde, il paraît. Ouais, je les regarde pas, tu vois. Donc je pourrais pas vraiment faire une analyse sur cette équipe, mais juste déjà par les noms que j'entends, tu vois, je suis pas. C'est pas. Je vois pas, Mais je vois pas comment ils vont l'optimiser. Ça risque de bouger. De toute façon, c'est impossible de l'optimiser Non. quand tu as 3, voire 4 postes 5 qui C'est ça, en fait. qui peuvent tous jouer. Il n'y a pas un truc qui est. La NBA, tu vois, souvent on dit que la NBA va vite, de machin. Javal Magui, il est avec les Warriors, avec les Lakers, il est champion, il est que dans les grosses équipes, il est titulaire et tout. Il se retrouve à Cleveland. Lui, il se retrouve dans une équipe où il imagine aller en finale, quoi. Il est titulaire au Nets, il se retrouve à Cleveland. La NBA est quand même parfois très ingrate. Ça va. Un Très monde- ingrate. C'est Ça va très vite. c'est du business en fait. Tu vois, c'est vrai que du côté joueur, c'est la seule fois où je l'ai senti, c'est encore une fois aux Knicks. Je sens, non mais c'est pas pour tirer sur les Knicks, mais c'est là où moi c'est comme ça que je l'ai senti, tu vois, j'ai perçu en tant que joueur. Quand j'étais au Wizards, j'ai jamais été inquiet pour sur les trades, tu vois, ou même à Indiana en fait. Parce que tu te sens, t'as l'impression que. Et tu peux te faire trade. Tu peux penser que le JM c'est ton papa si tu veux, et le lendemain Il t'abandonne sur l'autoroute Tu vois, y a pas comme de un souci. berger allemand. C'est ça, tu vois. Il te dit, viens, allez, on t'emmène, viens, on va. On part en vacances. Et puis, attends, regarde là-bas. Et puis toi, tu pars et puis il part en voiture. Tu te laisses tranquille, tu te laisses tout seul. Mais au final, t'as quand même cet esprit, tu vois, où t'es une famille, en fait, tu vois. Alors qu'au Knicks, t'es stressé. Hein. T'es toute l'équipe. T'as l'impression que, tu sais pas, tout le monde peut peut tous partir. passer, ouais. Tout le monde peut y passer, en fait. Tu vois, je veux dire. Même le cuistot dans la cafétéria, tu te dis, ça se trouve, il peut se faire trade aussi, tu vois. Mais la NBA, c'est ça, en fait, c'est la vérité. Il faut pas beaucoup. Les mecs qui veulent rester, ils partent. Les mecs qui veulent pas partir, ils restent. Il y a s'attacher, quoi. beaucoup de. Ouais, c'est ça, en fait. C'est beaucoup de paris, beaucoup de choses. T'as vraiment l'impression que parfois, les JM, je me demandais, mais ils font des paris. Tu penses qu'ils sont chez eux et qu'ils jouent à la roulette et tu vois, genre, c'est vraiment ça, tu vois, je me posais. C'est des questions que je me Bon, posais, en tu tout vois. cas, on en a parlé il y a 2 semaines. Ils ont l'air d'avoir remis un petit peu d'ordre avec les au Knicks, Knicks, oui, avec, bien sûr. avec Tom Thibodeau. Ouais. On a fait un petit peu le tour de toute cette énorme news, de cette énorme trade. On va pouvoir Passionnant. souffler. Passionnant, incroyable. Puis surtout, on attend les débuts des Nets, des Nets, dimanche ou même des soir. Rockets. C'est dimanche On espère soir. qu'Kyrie Irving sera de retour. Un jour. Mais alors déjà, Kyrie, de toute façon, il fait ce qu'il a envie. Mais dimanche soir, on aura déjà KD et Harden à une heure plutôt cool. Je crois que c'est à minuit le match. Donc je vais vérifier pendant que tu réfléchis. Mais donc le premier match de Harden sous une nouvelle couleur, ça devrait être dimanche soir. Bah, très bien. Je vérifie en même temps, comme ça, je dis pas une bêtise. Mais Bon, je sais- on a été très complet sur tout ce blockbuster straight. C'est le moment de se détendre avec le quiz de Tom Chiaravino. Allez, le cœur n'y est pas, mais il faut bien faire ce quiz. Eh oui, ma vie a perdu tout son sens. James Harden est parti. Et il a fallu quand même dormir cette nuit, mais bon. Ça, plus la chilienne, c'est une dure année quand même. En 2021, c'est l'année dernière, ça. Oh. Ouais, je veux dire, oh. Ouais, ouais. Je rectifie vite fait entre deux rires et deux Tom qui rougit. Non, C'est pas bien du tout. samedi soir à minuit. Donc samedi soir minuit, Magic contre les Nets pour la première de James Harden. Ouais, Je voulais on a juste- quand même hâte de voir ça. Hein. Bah oui, voilà. C'est un jour plus tôt, c'est bien. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas devenir supporter des Nets ou tu restes supporter Non. des Rockets? Je vais rester supporter de Houston et surtout que l'équipe m'excite un peu. Non, je vais pas suivre Harden. Je vais suivre ce qu'il fait quand même. Mais son départ là, par la petite porte en plus m'a un peu chagriné. Donc je vais rester quand même sur Houston. Très bien. Mais Il j'aurais y en un a œil, avec un LeBron, il y en a avec LeBron qui ont suivi sur LeBron, LeBron. et il y en a d'autres qui Mais- Beaucoup mais- trop à mon goût. Oui, mais d'ailleurs. LeBron, il a pour lui d'être. de gagner. Non, Harden, il est antipathique quand même. Ouais. Harden, tu l'aimes parce qu'il est dans ton équipe, mais sinon, Fais tu pas attention, il vraiment peut fan. te mettre une claque et derrière toi. Hein. Mais qui viennent. Alors, on commence avec une énumération qui m'a été écrite par Doumé, qui avait fait le super Bravo, quiz Doumé. durant notre Bravo, antenne Doumé. libre. Une énumération spéciale pivot. Oh. Alors, je vais vous demander depuis l'année 1980 de me citer en énumération les pivots champions NBA et All-Star. Ouh.
L'astuce, c'est quand même de commencer par les derniers, pour Ouais, pas ouais, se bah, perdre. Champion NBA et All-Star, Kevin, on te laisse. Kevin, honneur à toi, évidemment. Champion. Depuis 1980. Champion NBA et All-Star. Pas la même année, mais dans leur carrière. Dans la carrière, ok. Va au plus évident, il y a des trucs très évidents. Champion NBA et All-Star. Olajuwon. Oui, Oui, chacun son tour. Olajuwon. Vas-y, Erwan. 2 fois. Chacun son tour. Le Shaq. Le Shaq, bien sûr. Kareem Abdul-Jabbar. Bien sûr. Attends. Ah, il faut continuer, déjà. Ouais. Non, pas de choses. Non. Donc, on peut pas le considérer comme un big man. On peut considérer des 4 qui ont joué 5 durant la finale. Ah, Non, Ah, non, d'accord, Anthony Davis. C'est bon, Oui. c'est le récent. oui, oui, oui. À moi, de Chris Bosh. Bien sûr, avec le 8. Donc Tim Duncan, tu me l'acceptes du coup? Oui. Pogazol. Pogazol, oui. Marc Gasol. Marc Gasol, oui. Kevin Garnett, tu le prends? Kevin Garnett, écoute, tu me l'avais pas cru, mais je peux le prendre. Il y a qui d'autre? T'as dit 4-5, hein? Il Des faut qu'il ait joué 5 quand même durant cette année-là. Robert Torrey, ça marche pas, quoi. Voilà. Et il a jamais été All-Star, d'ailleurs. Mais il est champion. Il est champion. L'amiral. Bien sûr. Bien sûr, David Robinson. Voilà. Pas Merci. le capitaine Haddock. Hein. L'amiral, je cherche l'amiral. je sais pas. Attends, j'en avais un qui m'est sur... Ben Wallace. Bien sûr, en 2004. Draymond Green. Raymond Green, oui. Par Thomas, on te donne une chance, mais... J'ai pas entendu, j'entends Ça pas va, bien ça va, de l'oreille. Il y a qui d'autre? Il y en a plein. allez. Allez, dans les années... l'année 2011, l'année du titre des Mavs. Ils avaient un pivot. Tout à fait, Passé tout à par fait. New York. Passé par New York. Meilleur défenseur de l'année. Bon escroc. Belle barbe. Fait beaucoup d'indices. Aïe, 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 aïe. Ah, je vais devoir faire un décompte. Hein. Aïe, 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 aïe. Kevin Love. Non. Il a pas joué 5. Ah si, en fait. Kevin Non mais je Love. pensais pas lui Bah, sur le bah, court. ouais, mais ouais, ouais. La nouvelle NBA, On va tout le monde enchaîner. joue ça. Tyson Chandler. Tyson Chandler, merci. Ah oui, bah Oui, oui. c'était Tyson Il Chandler. est du coup. All-Star? Ah, Ouais, il ouais, est ouais. All-Star, oui, il est On All-Star. a fait tout le monde... Ah non, sauf l'année 2020. Mais tout le monde dans l'année 2010. Enfin, Dwight Howard, bien sûr. Ouais, Dwight Howard. On a Ouais. fait toute la décennie, c'est bon. Ok, donc il nous reste les années 2000 et 90, c'est ça? Ouais. Ok, bah, ok, à toi, Kevin. Les années 80 aussi. Et les Ouais, années les années 80. 80. Les années À toi, 80. Moi, je pense que À la fin. j'arrive à ma limite, à moi. Je vois plus après les années 80. En fait, dans il y les en a. années 2000, il reste un gars qui a gagné avec Pau Gasol en 2009. Bynum. Bynum. Bravo. Ouais, Erwan, à toi. Moi, Zo Morning. Champion. Morning. Champion avec Miami, non? Avec Miami, ouais. En 2006? Ouais. Il est sur le banc. Il est- Oui, oui, pardon, excuse-moi. Moi, j'ai Moses Malone. Ouais, Moses Malone, Sixers 83. Dennis Rodman, les gars. Oui. Oh, il joue pivot, à quel âge il joue pivot? Il joue pas pivot. Oh, c'est sûr, non, non, non. Ouais. Quoi? Il joue 5, il joue 5. Les gars, Dans les fins de match, il a- il joue 5, hein. Bon, Alors, les boules, ça. bah, c'est pas Luc Longley, hein. Ok, ok. Ah, si, si, si. Si Draymond Green est pris. Ok, bon, on l'accepte. Si, 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 on l'accepte, on l'accepte. Ouais, mais ça Surtout double qu'il tout a le un monde en jeu, fait. il n'a pas un jeu, tu vois, de... Ah, Ah ok. ouais, non, moi, pour moi, Kevin Dennis Love, Rodman. attends, j'ai forcé. Ouais, voilà. J'ai Ouais. disais, tu vois. Pour moi, Dennis Rodman, ça passe au calme. Allons sur Rodman. On va sur Rodman. Allez, Erwan. Il reste des gars des Bulls. Dans les années Moi, j'ai 80. pas ce qu'on va dire. Je crois qu'il a été All-Star. Je vais prendre un risque, mais non, pas tout de suite. Je me le garde un peu. Alors, attends. Ah, Putain. bah si, je sais. Comment il s'appelle, lui? Petit. Ah, j'ai oublié son nom. Oh là Putain, c'est là. un délire, là. Chris Bosh. Aïe, aïe, c'est Erwan. Non, il a C'est Erwan, c'est Erwan. Tu l'as dit, on l'a dit. Tu l'as- Chris Bosh, je l'ai dit. Il a Attends, fait c'est à en moi, c'est à moi, 2010. non Ouais, c'est à Ça toi. fait rien aujourd'hui ou qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est la merde. C'est chaud. Ah, j'ai envie de dire Otis Thorpe. Otis Thorpe. Oui, 94. C'est surf. Le problème, c'est qu'on le considère comme un 4. Bon, ok, Et d'accord. après, il joue vraiment pas. Attends, il a attends. pas gagné, Après, il a pour pas le coup, Disturb, il joue jamais 5, quoi. Il y a un qui m'a Il côté. y a un gars à côté qui joue 5. Tu vois? Ah, c'est le truc. C'est un pivot, franchement, c'est un pivot. Ah ouais, ok, mais bah, bon. perdu, qu'est-ce que je voulais Bon, elle est perdue, comme ça avance. Allez, Attends, il me reste. Donc, on qui accepte Kevin Love. Il me et reste, Otis Thorpe, il joue Il me reste Robert Paris, moi. Robert Parrish, oui. Robert Parrish. Je t'ai dit Kevin Love, je l'ai glissé, je l'ai Robert forcé. Parrish, c'est à toi. Alors, il te reste soit un pivot des Pistons, Ouais, je l'ai, lui. soit un pivot des Bulls, 91, 92, 93. Bah oui, je l'ai aussi. J'ai pas. Aïe. Alors, Alors, vas-y, moi, les deux derniers, c'était Bill Cartwright. Ou bien sûr, Et l'autre, c'était, j'ai oublié son nom, mais c'est Pistons qui casse des gueules. J'ai oublié son Bill nom. Laimbeer. Bill Bill Laimbeer, voilà, exactement. Il vous manquait qui? Il vous manquait Bob McAdoo, Ouais. Bill Walton, qui gagne avec les Celtics en 86. Ah ouais. Et sinon, vous avez été très bon. Bah, bravo. On n'a pas été mal. Ouais. Allez, on se termine avec un petit qui Allez, suis-je. vas-y, qui suis-je? Ça va être plus simple. Allez,
Je suis né le 9 janvier 92 à Portland. J'ai donc bientôt 39 ans. Non. Non, pas du tout. 29 ans. J'ai dit, ouais, 92. Je fais mon cursus universitaire dans un grand programme. Je tairai le nom. Oh non, de 2010 putain. à Bravo. 2012. Mes stats, 14 points et 8 rebonds en 2 saisons. Derrière, je suis drafté chez les Rockets à la 18e position. Ma première saison, je joue beaucoup en G-League. Mais au fil des années, je me fais une place dans le roster de James Harden. 12 points en 2013-2014, puis 12, puis 9. Capella. Attention, tu as le droit qu'à 2 réponses. Ouais. Parce que tu es l'invité, mais sinon c'est une réponse. Je jouerai près de 23 minutes lors de notre run jusqu'en finale de conférence en 2015 contre les Warriors. Oh non. Et oui, je fais partie de cette équipe qui a fait l'un des plus gros comebacks de l'histoire contre les Clippers. Et d'ailleurs, j'inscrirai 16 points ce soir-là. Putain, c'est pas. Non, c'est pas Karl. T'en as pas un poste? Attends, il y a. 14 et 8, il a dit. Après cet échec en finale de conf, notre équipe n'est plus dedans. On se qualifie sur le fil en playoff l'année d'après, avant de se faire botter au premier tour contre ces satanés Warriors. Alors que Ryan Anderson arrive à Houston, moi je pars dans l'autre sens. Chez les Pelicans. Ah, c'est Terrence, c'est le mec qui est Donald Terrence Gilliam. Cookie. Terrence Jones. Terrence Jones. Terren Jones. Ouais, Terrence Jones, bah Et oui. c'est gagné Pour- par Kevin Seraphin. Bravo. J'ai tenté. Immense victoire. Immense victoire, bravo. Voyons. Je te la donne. C'est parti chercher ça. Mais moi, je l'avais depuis longtemps, mais t'avais j'avais pas pas Jones. En fait, J'avais il a Terrence, disparu des radars J'avais depuis, Terrence Malik, mais c'était pas du tout ça. depuis 3-4 saisons, on le voit plus du tout. Ouais, gaucher, poste Gaucher, 4, c'est ça, poste 4. Qui filochait pas mal. Hein. Kentucky, Ouais, bon joueur, Kentucky. Ouais. qui avait des Bon, qualités bon Terrence joueur. Jones. Kentucky. Bon joueur. Jamais confirmé. Très bien. Voilà, Bravo, félicitations, Kevin, pour ta première. Pour ta victoire. premier Ouais, quiz. c'est Ah oui, on sait accueillir les gars. Hein. J'ai des trous en ce moment sur les noms des joueurs, va falloir que j'aille consulter. En attendant que j'aille consulter, je vous dirai ce qu'il en est. On se retrouve rapidement sur les antennes de First Team jeudi prochain pour un First Day Show. Kevin, tu reviendras Bien quand sûr. tu veux. Bien sûr. Le mois prochain, on se fait ça. Il n'y a pas de souci. Bon, on va comment On parlera du meilleur pivot, j'espère. Et derrière, voilà, c'est parce que cette semaine, on devait faire le meilleur pivot actuel de NBA, forcément entre Jokic et Embiid. Bon, l'actu nous a devancé, mais Tant mieux, on tant se mieux. le garde au chaud et on va les laisser d'ailleurs chacun. Oh, bravo. Voilà. À Dibou. C'est beau ça, c'est beau ce qu'on voit. Ah, c'est beau. Ok, bref, on se garde ce débat sur le meilleur pivot actuellement de la ligue pour une prochaine fois avec Kevin et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao Absolument. l'équipe.